Bonjour à tous mes élèves de troisième, pardon. Bonjour à tous mes élèves de troisième du collège Gabriel Havès de Creil. C'est donc votre professeur de SVT, Monsieur Keskas. Et donc aujourd'hui, on aborde la thématique autour de tout ce qui est parenté et évolution pour terminer l'année. La voici. Et on va aborder dans un premier temps la notion de parenté, puis la semaine prochaine la notion d'évolution. Alors la notion de parenté, vous avez commencé à la voir très certainement depuis le cycle 3, notamment en sixième. Vous avez appris l'une des choses importantes de base, c'est que, si je vous montre pour un être humain, que nous sommes ici, un être humain, comme tout être vivant, est composé de cellules. Et ça veut donc dire qu'à l'intérieur de notre corps, nous sommes un organisme. Eh bien, nous sommes faits de systèmes ou d'appareils qui eux-mêmes sont composés d'organes. Les organes sont eux-mêmes composés de tissus et les tissus sont composés de cellules. Ça veut donc dire que la cellule, pour un être humain ou un être vivant en général, un être vivant du type végétal ou animal, la cellule est l'unité de structure et l'unité fonctionnelle. Ok, alors nous, en tant qu'humains, nous sommes composés d'à peu près 10 puissance 13 cellules. Ça correspond à des milliers de milliards de cellules. Ok, et quand on étudie une plante, un arbre, de la salade, une mouche, une baleine, eh bien on voit que tous ces organismes sont tous composés de cellules. Donc à partir de ce moment-là, on a considéré que c'est le point commun à tous les êtres vivants et ça signifie donc qu'il y a une relation de parenté entre nous. Et puis, on a vu aussi dans les leçons précédentes qu'à l'intérieur des cellules, nous avons de l'ADN, hein, souvenez-vous, qui compose les chromosomes. Eh bien, il se trouve que la même chose, tous les êtres vivants possèdent de l'ADN. Donc, il existe bien une parenté entre nous tous, et ça signifie qu'on a tous une origine commune. Et c'est pour cela que donc on va essayer au cours de cette leçon de comprendre comment va s'établir cette relation de parenté, ok, au sein des êtres vivants. On parlera surtout des animaux, pour faire simple, et que vous reconnaissez ici, hein, regardez, vous voyez tous ces animaux, et aujourd'hui on sait les classer, mais grâce à leur parenté. Donc si je prends les exemples chez les animaux vertébrés, les amphibiens, les crocodiles, les mammifères, les oiseaux, les poissons, les serpents et les lézards, les tortues, les poissons. Vous voyez donc ces animaux, vous les connaissez tous. Vous connaissez peut-être moins les autres, le groupe des arthropodes ou des mollusques, mais tous ces animaux, on peut les classer et on peut établir des liens de parenté. Alors, comme ils sont tous parents, ne serait-ce parce qu'ils sont composés de cellules et qu'ils sont composés d'ADN, eh bien, on pourrait s'arrêter là, mais on va pousser l'étude plus loin, dans le sens où on va faire ce qu'on appelle de la phylogénie. Ce terme, vous le développerez dès la classe de seconde au lycée. La phylogénie, c'est une science qui s'intéresse aux liens de parenté, non pas pour dire qui descend de qui, mais pour dire qui est plus proche parent de qui. La problématique, elle est là. Qui est plus proche parent de qui? Puisque nous sommes tous parents. Vous voyez, les animaux que vous voyez ici sont tous parents les uns des autres. Mais qui est le plus proche parent? Eh bien, c'est notre problématique et on va voir quels sont les critères qui vont nous permettre de répondre à cette question. Alors, d'abord, dans un premier temps, on va parler donc des critères qui ont été choisis pour pouvoir déterminer les liens de parenté. Alors, tout d'abord, il faut parler de ce qu'on appelle la matrice. La matrice, on l'appelle aussi la matrice taxon-caractère. Je vais vous donner un exemple. Alors, voici une matrice. Donc vous voyez, c'est en réalité un tableau à double entrée. En vertical, on y a placé ici des noms d'espèces, donc loup, homme, varan, etc. Que ce soit des espèces vivantes ou des espèces fossiles. L'Archéoptérix, ça sont des animaux qui ont disparu à l'époque donc à la crise de Trias Crétacé, la crise qui a provoqué la disparition des dinosaures. Donc, il se trouve que ces animaux, ces espèces, eh bien, on les appelle aussi taxons, parce que vous vous souvenez peut-être que l'espèce c'est déjà quelque chose d'assez
complexe à définir, hein. Pour faire simple, on dirait qu'une espèce, c'est un groupe d'animaux, enfin un groupe d'êtres vivants, qui peuvent présenter des ressemblances morphologiques, mais surtout qui présentent un critère d'interfécondité, c'est-à-dire cette capacité de se reproduire entre eux et d'avoir une descendance fertile. Et il se trouve que dans ces matrices, dans ces tableaux, ce ne sera pas tout le temps des espèces. Ça peut être une famille, un genre, un groupe, un ordre. Vous verrez ça au lycée. Donc, pour pas s'embêter, on parle de taxon. Et puis, en horizontal, en ligne, là, vous voyez bien des caractères anatomiques, qu'on appelle aussi des attributs. Et ici, donc, ce sont tous des caractères anatomiques. Ok. Et ce qu'on va faire, c'est que lorsqu'on a choisi ces caractères anatomiques, eh bien, dans les cases vides de cette matrice, eh bien, on va préciser quel animal, quelle espèce, quel taxon va présenter un ou plusieurs de ces caractères. Donc on va juste cocher. Donc en lycée, vous verrez, des fois on met des plus quand il y a présence. On peut mettre le chiffre 1 quand le tableau est polarisé. On peut mettre 1 ou 0, donc présence-absence, plus, moins. Nous, on va mettre des croix ou des fois on va citer directement le caractère. Donc à partir de là, il y a toute une étude anatomique qui doit se faire, et on arrive, vous voyez, à ce résultat. Eh bien, l'exploitation de cette matrice, ça c'est une compétence que vous devez savoir faire, eh bien, elle est assez simple. Tout d'abord, vous voyez que si on prend les vertèbres cervicales, vous voyez, c'est coché partout. Donc ça signifie que toutes les espèces qui sont là, vivantes ou fossiles, actuelles ou fossiles, avaient tous donc des vertèbres cervicales, vous voyez, au niveau du cou. Donc ça signifie que déjà, elles ont toutes un caractère commun, la présence de vertèbres cervicales, et que si toutes ces espèces possèdent ce caractère, c'est qu'elles l'ont hérité d'un ancêtre commun. Donc on arrive à cette notion d'ancêtre commun, que toutes ces espèces partagent un ancêtre commun, qui, cet ancêtre, leur a donné en héritage ce caractère. Donc déjà, parce qu'elles ont un caractère commun et qu'elles le partagent entre elles, ces espèces déjà sont apparentées. Mais on ne sait pas pour l'instant qui est plus proche de qui, donc il faut continuer l'étude. Ensuite, la méthode que je vous propose, c'est de chercher ensuite par ordre décroissant. Donc là, vous voyez, il y en avait 2, 4, 6, 7. Donc il y avait 7 caractères partagés. On va chercher s'il y en a 6. J'en ai pas 6, mais je peux voir que j'en ai 1, 2, 3, 4, parce qu'il y a un point d'interrogation ici. Il y a 4 caractères partagés. C'est l'acquis sur la face ventrale des vertèbres cervicales. C'est des termes techniques, c'est pas le but, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est que j'ai 4 caractères partagés par ces animaux. Donc ça veut donc dire qu'en termes de parenté, on a plus des animaux partagent de caractères, et plus leur parenté est étroite. Vous voyez? Il va se passer que on va faire ce petit décompte pour tous les caractères et toutes les espèces, et au final, on va pouvoir construire comme ça une classification qui a été faite depuis la 6e, ce qu'on appelle la classification emboîtée. Donc, voici un tableau plus simple, avec des végétaux. Vous voyez ici les caractères, les taxons, et maintenant, vous avez cette fameuse classification emboîtée que vous avez appris dès la 6e. Donc on y voit que par exemple, ce que je viens de vous dire avec les animaux, le caractère pigment vert, vous voyez, est partagé par les 6 espèces. Ça veut donc dire que le caractère pigment vert leur a été transmis par un ancêtre commun, et que donc on peut mettre les 6 végétaux dans la même boîte. Donc vous voyez les noms ici, fleurs, pommiers, coquelicots, etc. Ces végétaux appartiennent tous à la boîte qui est représentée en orange, celle qui présente le caractère pigment vert. Et puis à l'intérieur, il y a des caractères qui sont partagés par certains et pas par d'autres. Ce que j'ai évoqué précédemment avec les animaux, le cas de la tige. On voit que la tige, j'ai 5 espèces qui en possèdent. Par contre, l'algue n'en a pas. Donc automatiquement, on va en déduire que ces 5 espèces végétales possèdent un lien de parenté plus étroit entre elles qu'avec l'algue. Oui. Parce que ces espèces-là, les 5, vont posséder à la fois, vont partager le pigment vert de la chlorophylle, mais aussi une tige. Alors que l'algue possède avec les 5 autres uniquement le pigment vert. Donc ça veut dire que là, il y a une seconde boîte qui va être créée,
celle qui contiendra les espèces ayant une tige. On descend à 4 caractères partagés, c'est celui des feuilles nervurées. Et là, je vois que maintenant, donc 4 espèces partagent le caractère feuille nervurée, mais pas l'algue et pas la mousse. Donc là, on va créer une troisième boîte qui va contenir ces 4 espèces qui présenteront donc un lien de parenté plus étroit qu'avec la mousse ou l'algue. On descend, et là, on va avoir 2 caractères partagés. Du coup, voici ce que va donner la classification emboîtée. Une première boîte que tout le monde partage, dans laquelle tout le monde s'y retrouve, pigment vert. La présence de tiges, donc tous les végétaux sauf l'algue. La présence de feuilles nervurées, 4 espèces végétales sauf mousse et algues. Les feuilles en fronde, uniquement polypodes et fougères. Des fleurs, uniquement pommiers, coquelicots. Eh bien, ça c'est ce que vous avez vu en 6e. Nous, en 3e et au lycée, on va parler donc de la notion d'arbre de parenté. Alors, pour comprendre la notion d'arbre de parenté, donc voici comment est conçu un arbre. Donc, on y voit ici donc des rameaux, des branches, on appelle ça des rameaux. Il se lie de bas en haut. Donc, en bas, c'est le passé géologique, et en haut, c'est l'actuel. Donc, l'évolution se fait du bas vers le haut. Ensuite, dans cet arbre, on y voit des points rouges, ce qu'on appelle des nœuds. Parce que vous voyez, ils sont à l'intersection de plusieurs rameaux. Ces nœuds correspondent à ces, donc ça veut dire ancêtres communs. Ok. Et les petits traits sur les branches, eh bien, ce sont les caractères, on appelle les innovations évolutives, c'est-à-dire les caractères partagés par ces animaux. Pour vous aider, prenons l'ancêtre commun 4. Vous voyez le premier nœud en bas. Eh bien, cet ancêtre-là, il est l'ancêtre de tous les animaux de cet arbre. Vous voyez, les animaux sont à l'extrémité des rameaux. Le hareng, la tortue, le pigeon, la chauve-souris, la vache. Eh bien, comment on peut caractériser cet ancêtre? C'est parce que tous ces animaux, dans la matrice, dans le tableau de tout à l'heure, la matrice taxon caractère, tous ces animaux, eh bien, partagent un squelette. Donc, à partir du moment où tous ces animaux ont un squelette, eh bien, c'est qu'ils ont un ancêtre commun, le numéro 4 ici, et que c'est lui qui leur a donné en héritage le caractère squelette. Ensuite, si je veux préciser le degré de parenté entre ces animaux, on va étudier, on a dit, d'autres caractères. Puis on voit que avoir 4 membres avec des doigts, eh bien, ce caractère est partagé uniquement par tortue, pigeon, chauve-souris et vache, et non pas par le hareng. Le hareng, c'est un poisson. Ok? Donc du coup, on crée une deuxième boîte, la boîte des tétrapodes. Tout à l'heure, le squelette, c'était les vertébrés. Là, la boîte des tétrapodes. Maintenant, on arrive à la fameuse classification animale. Et là, ça veut donc dire qu'il y a un ancêtre commun numéro 3, qui est un ancêtre exclusif à ces 4 animaux. L'ancêtre 3 n'est pas l'ancêtre du hareng, puisque le hareng n'a pas les 4 membres avec des doigts. Maintenant, à l'intérieur du groupe des tétrapodes, on peut encore affiner cette parenté. On voit que il y a des animaux qui ont des poils et d'autres qui ont des plumes. Les animaux qui ont des poils, eh bien, ce sont chauve-souris et vache. Ça veut donc dire que chauve-souris et vache partagent un ancêtre commun 1, ok, qui leur a donné en héritage le caractère poil. Et pour ce qui est des plumes, en fait, ce ne sont que les oiseaux, notamment ici le pigeon, qui possèdent le caractère plume. Ça veut donc dire que le rameau qui mène au pigeon, c'est sur ce rameau que doit se trouver le caractère plume, parce que seuls les oiseaux ont des plumes et non pas le groupe des mammifères. Du coup, au final, on se retrouve ici avec un arbre de parenté qui, juste en le regardant comme ça, nous permet de déterminer les animaux qui ont les liens de parenté les plus étroits. Et vous voyez, plus on va vers ici l'extrémité de cet arbre, et plus on voit que les animaux possèdent d'ancêtres communs exclusifs et récents, et plus ces animaux vont partager de caractères. Donc par exemple, on voit que la vache est plus proche de la chauve-souris que du pigeon, que de la tortue et que du hareng. Donc concrètement, pour étudier ça, cet arbre de parenté, eh bien, on va travailler, alors ici il y a encore d'autres exemples, vous les regarderez à tête reposée, je vous ai donné les liens, je vous ai donné des vidéos,
et des simulations, eh bien concrètement, je vais vous donner des exemples. Voici, tiré du Muséum d'histoire naturelle. Donc regardez, quand on étudie donc une matrice taxon-caractère, les caractères ici, on répertorie sur ce tableau quelle espèce possède tel caractère. Comme je vous ai appris précédemment, vous regardez le caractère qui est partagé par le plus grand nombre. On voit que vous voyez que c'est la tête. Donc ça, c'est le caractère qui permettra de déterminer le premier ancêtre commun. Et donc si on utilise la classification par boîte, vous voyez, la plus grande boîte, celle de la tête, puis après la mâchoire, les membres, eh bien, grâce aux arbres de parenté, qui est quand même plus facile à lire et à exploiter, vous voyez, le caractère tête est ici, et on voit un nœud, là. Donc l'ancêtre commun à tous ces animaux qui sont là, à tous ces taxons, eh bien, c'est celui qui leur a donné en héritage le caractère tête. Par contre, regardez, l'avantage de l'arbre, c'est qu'on peut voir tout de suite les liens de parenté entre chacune de ces espèces. On voit tout de suite que le vautour est plus proche de l'albatros. Ok. Et pourquoi? Parce qu'ils partagent 1, 2, 3, 4, 5, ouais, au total, 5 caractères partagés qui sont là, et qu'ils ont au final, vous voyez, un ancêtre commun exclusif, récent, juste pour eux, vautour albatros. Bizarrement, on découvre aussi que les crocodiles, eh bien, sont proches donc des oiseaux. C'est un archosaure. Vous voyez, on a créé comme ça des groupes. Dès qu'il y a un ancêtre, on a pu créer comme ça donc des groupes, et c'est comme ça qu'on a pu classer les êtres vivants. Ça nous amène du coup la notion de la lignée humaine, c'est-à-dire celle qui mène à nous, les Homo sapiens, les humains. Et on se rend compte que nous, les humains, eh bien, on va être sur cette lignée qui commence de la tête, donc une lignée où les êtres possèdent une tête, une mâchoire, 4 membres, des poils et un pouce opposable. Eh bien, ce groupe-là se nomme le groupe des primates. Vous voyez ici babouin, gorille, mais nous sommes dans ce groupe parce que nous avons un pouce opposable. Vous regardez votre main, vous avez vu, votre pouce, il est à l'opposé des 4 doigts. Nous avons des poils sur le corps, nous avons bien 4 membres, une mâchoire, une tête. Ok, donc ça veut donc dire que en reprenant ce système de classification et donc d'études de liens de parenté, eh bien on peut regrouper, on peut retracer l'histoire évolutive de grands groupes, et notamment le nôtre, celui donc de la lignée humaine. Au final, donc quand on étudie l'arbre de parenté des primates, eh bien à l'intérieur même de cet arbre des primates, on peut trouver les liens de parenté les plus étroits. Donc, ici, tous les primates possèdent le critère d'avoir des pouces opposables. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a aussi les ongles plats. Mais c'est surtout les pouces opposables, le premier critère. Et à partir de là, à l'intérieur, vous voyez, je ne sais pas connaître bien sûr, qu'il y a des ancêtres communs. Ok. Et si on prend le dernier l'avant-dernier ancêtre commun, on va dire, c'est celui qui permet d'avoir au bout de ce rameau, vous voyez, donc les homininés, c'est-à-dire nous, la lignée humaine, et on voit qu'on possède un ancêtre commun récent avec qui? Avec les bonobos et les chimpanzés. Ça veut donc dire que dans le groupe des primates, nous les humains, on est plus proches des chimpanzés, ok, que des gorilles par exemple. Nous sommes plus proches des chimpanzés que des orang-outans. Okay, et ainsi de suite, parce que nous partageons avec les chimpanzés un ancêtre commun récent, plus récent, que l'ancêtre commun que nous pouvons avoir avec les gorilles ou les orang-outans. Ok. Donc, si on rentre maintenant dans le rameau de la lignée humaine, on zoome encore, eh bien c'est là qu'on découvre que il y a à peu près 7 millions d'années, eh bien, il y a une divergence, regardez, entre la lignée humaine à droite et la lignée qui mène aux chimpanzés et aux gorilles. Il y a un ancêtre commun entre nous, et que cette lignée humaine, elle-même va se diversifier en d'autres rameaux. Il y a donc eu des australopithèques, la fameuse Lucie, que vous connaissez. Ces australopithèques, hein,
vous voyez, sont apparus autour de 4 millions d'années. Mais c'est un rameau avec un groupe, un genre qui a totalement disparu. Ensuite, on a eu l'apparition du genre Homo. Donc là, le rameau Australopithèque a vécu quand même longtemps. Hein. Ces représentants de la lignée humaine ont vécu en Afrique et ont vécu plusieurs millions d'années. Puis vont apparaître des représentants du genre Homo. Et qu'est-ce qui fait que le genre Homo est différent du genre Australopithèque? C'est le crâne, la morphologie du crâne, vous verrez ça au lycée, le développement des outils et leur capacité aussi, dans le cas d'Homo habilis, lui donc l'homme habile. Et puis après il va Homo erectus, lui il aura la maîtrise du feu, il va quitter l'Afrique, on va le retrouver en Asie, en Europe. Et puis l'homme de Néandertal, on est à 300 000 ans dans le passé, qui lui a vécu dans la période glaciaire. Et puis, mais toutes ces espèces vont s'éteindre, ne va rester que Homo sapiens, l'homme actuel. Donc, voilà pour cette leçon. Pour ce qui est des activités, je vous ai donné une évaluation à faire. Pour cela, voici le site qui est interactif et dans lequel vous avez plusieurs types d'activités, notamment l'étude de ces fameuses matrices. Alors si je vous montre, ça c'est du rappel de 6e. Hein. Donc, si je vous montre la première activité, assez simple, on vous donne un certain nombre de taxons, donc d'espèces. Ces espèces, désolé ça rame un peu, ces espèces vous devez donc en fait les étudier une par une pour regarder chez elles ce qu'elles présentent comme caractère ou attribut. Et ensuite, à partir de là, vous pourrez remplir, alors c'est interactif, si vous prenez la croix qui est ici, et à ce moment-là, donc vous déplacez cette croix à l'intérieur des cases. Donc pour savoir, par exemple, le crapaud, voilà donc ça, ce sont les taxons, donc les 4 espèces qui sont étudiées dans cet exercice. Et là, en colonne, on y a mis les caractères. Donc pour savoir quel animal possède yeux, bouche, squelette interne, externe, 4 membres, 6 pattes, 8 pattes, 4 doigts à la main ou des poils, vous vous référez donc au document qui est juste au-dessus. Ok. Donc par exemple, le crapaud, vous cliquez dessus et vous avez toutes les informations anatomiques qui vont vous permettre de répondre à la question et de cocher les bonnes cases. Donc par exemple, le crapaud, il a bien des yeux, une bouche, un squelette interne, vous voyez, 4 membres, 4 doigts, et c'est tout. Et là, je vous aide. Bon, vous le faites pour la suite, vous cliquez sur vérifier, et le logiciel va vous dire les cases qui ont été bien remplies ou pas. Donc là, c'est pour vous entraîner à remplir une matrice taxon caractère. Vous le faites aussi avec, il y a plusieurs exemples. Quand vous aurez fini cette partie-là, vous passez à la deuxième activité. Et cette fois, la deuxième activité va consister à construire des boîtes, donc la fameuse classification emboîtée, grâce aux matrices que vous aurez remplies précédemment. Donc à partir du moment où vous avez rempli votre matrice, eh bien vous pouvez regrouper les animaux qui partagent, vous voyez ici, qui partagent donc les caractères que vous avez pu découvrir. Et au final, donc vous allez construire une phylogénie, donc une parenté, par le principe de la classification emboîtée. Et je vous ai mis ensuite en lien, mais il est un peu plus dur ici, un exercice d'animation tiré du Muséum d'histoire naturelle, dans lequel on y voit la possibilité donc de passer de la matrice, ensuite à la classification emboîtée, et enfin aux arbres de parenté. Donc il y a énormément d'exercices sur le net, c'est pour vous entraîner, pour comprendre ces notions, et ça nous permettra donc d'aborder comme ça la prochaine fois la notion donc d'évolution, comme on le voit ici, grâce à cette étude donc de la phylogénie des parentés entre des êtres vivants actuels et fossiles, on a pu, vous voyez, reconstituer l'histoire et l'évolution. Je prends cet exemple impressionnant, celui de la baleine, vous voyez, la baleine actuelle,
Et en fait, là, les 3 espèces que vous voyez ici sont fossiles, mais en comparant leur squelette, eh bien, on a pu établir déjà leur parenté et surtout leur évolution et comprendre, suivant le milieu de vie, vous voyez, là, on avait un animal terrestre, maintenant on a un animal aquatique, et comment en fait cette évolution peut se faire au cours de milliers et millions d'années. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à très bientôt. Au revoir.